Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, malgré la répression contre la vente à la sauvette dans les feux tricolores, le phénomène persiste. Comment ces vendeurs l'expliquent? Vous suivrez le reportage réalisé par la rédaction dans cette édition. La deuxième session ordinaire de l'année 2024 s'est ouverte hier à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Le point dans ce journal. Et puis hors de nos frontières, des émeutes ont éclaté en Martinique, provoquant de violents affrontements entre les manifestants et la police. Merci de votre fidélité. La deuxième session ordinaire de l'année 2024, la première de la 7e mandature, s'est ouverte hier à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Les grands chantiers qui attendent la nouvelle mandature ont été annoncés par le président de l'institution. Suivez plutôt. Cette session qui intervient 2 mois après l'installation de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC marque ainsi le début des activités de régulation de l'institution pour la présente mandature. C'est donc à juste titre que le président de l'institution a démarré son discours d'ouverture des travaux par un état des lieux de l'institution aujourd'hui vieille de 30 ans. Après avoir relevé certaines insuffisances de la maison, Édouard Locaux s'est adressé en parabole aux journalistes en ces termes. Aujourd'hui, je le dis, le journaliste est une arme et il ne suffit plus, mesdames et messieurs les journalistes, de respecter la déontologie de papa. Non, il faudra y ajouter du patriotisme. Plus aucun pouvoir public ne permet à ce que cette arme soit retournée contre le pays. Même si vous avez le permis de chasse, on ne tire plus sur tous les gibiers. Ce n'est pas possible. Vous avez intérêt à ce que ce soit la HAC qui vous régule. Sinon, les pouvoirs publics, comme sous tous les cieux, prendront leurs responsabilités et prendront la main du régulateur des médias pour attraper leurs serpents. Mesdames et messieurs les conseillers, pour que le pouvoir public ne prenne pas notre main pour attraper son serpent, chassons les serpents en amont. En lieu et place de l'ordre du jour de cette deuxième session de l'année, le numéro 1 de la HAC a choisi d'annoncer les grands chantiers qui attendent la mandature qu'il dirige pour les 5 prochaines années. Nous allons continuer à étudier les plaintes, organiser des auditions publiques, signer des conventions en attente, retirer certaines fréquences qui ont été données de façon un peu trop, je ne vais pas dire irresponsable, prolonger la convention de certaines radios qui sont arrivées à terme, retirer d'autres conventions qui sont arrivées à terme parce que les promoteurs n'auraient pas respecté les cahiers de charges, nous battre pour que ce qui est dû à la presse soit payé, parce que depuis quand même 7 ans, 8 ans, l'aide de l'État a été toujours votée par les députés. Ça fait 7 ans, 8 ans, nous n'avons pas vu un seul copec. Nous devons donc lutter pour que l'aide de l'État redevienne une réalité en convainquant les pouvoirs publics que nous allons en faire une gestion saine. Je suis convaincu que vous avez tous envie, surtout les professionnels des médias, que ça change. Mais est-ce que vous êtes prêts que ça change? De toute façon, la 7e mandature ne pourra pas laisser les choses en l'état. La présente session, prévue pour durer 4 mois, sera clôturée en janvier 2025. Malgré les dangers qu'elle comporte, la vente à la sauvette dans les feux tricolores continue de battre son plein, bien que les autorités communales d'Abomey-Calavi aient tenté d'y mettre un terme. Arthur Ruendo était sur le terrain, suivant son reportage. Ce feu tricolore d'Abomey-Calavi, Carrefour Pota, est toujours pris d'assaut par les vendeurs à la sauvette qui se faufilent entre les véhicules à l'arrêt au feu rouge, à la recherche de clients circonstanciels. Au feu vert, ils libèrent le passage pour ne pas se faire renverser. Leur nombre s'accroît de jour en jour malgré les nombreuses interdictions. Ici, on y vend un peu de tout. Moi, je vends papier, déodorant et petit pain. Je vends de l'eau ici. Malgré tous les avertissements et représailles, ces vendeurs s'entêtent et décrivent la situation qu'ils vivent au niveau du feu et les raisons de leur entêtement. On dit que c'est l'État qui a
qui a interdit pour dire que personne ne peut pas vendre dans les faits. Quand on t'a attrapé là, on t'amène au commissariat et tu vas rester là-bas jusqu'à tu vas aller au tribunal. C'est le tribunal qu'on te laisse. Nous avons ça nous fait mais ok, nous avons calomnia ouais ton job pépé le midi qu'on a abonné nous. Et nous avons du fait mais les gens non si ça ouais. Bon ouais ton job pépé mais midi ça nous a mis si nous. Bruno Atiosu, au volant de son véhicule, dans le feu, trouve que ces vendeurs rendent service aux usagers, mais qu'au même moment constituent des dangers pour les paisibles citoyens. Bon, les gens qui vendent dans le feu, bon, c'est pas bon, mais quand même ça nous aide des fois. Le constat qui se dégage est que pour une énième fois, la lutte contre la vente à la sauvette rencontre la résistance des acteurs qui dressent une liste de doléances à l'endroit des gouvernants. Je veux que le président nous laisse de vendre dans le feu. Parce qu'il y a des moments, c'est ce qu'on vend dans le feu là qu'on mange. C'est à cause de ça que j'ai bien dit ça. On veut que l'État va pardonner pour te laisser dans le feu, on va vendre pour trouver un peu l'argent pour te manger. Nous, à Rosuka, Kombodo, Hamion, et Nayon, Ponole, Konoyami, Tam. On est bien qu'à des boyers dans le boulot, il n'y a pas voulu nous laisser pas le feu, mais Tam. Bon, nous, à Rosusi, Guala, il n'y a pas voulu, il y a des boyers, il y a pas agité, il y a nos feux, mais et Nayon, parce qu'il n'y a pas voulu les hommes, il y a mis Tam, il n'y a pas voulu demander au. Pour le moment, le balai des vendeurs ambulants dans le feu tricolore à Abomey-Calavi, précisément Carrefour Pota, se poursuit. Mais jusqu'à quand? C'est bien là la question qui se pose et qui s'impose. Fin de la première semaine de cette année scolaire. Comment les apprenants devront-ils faire pour réussir cette année scolaire? Arthur Wendo a posé la question au directeur Euseb Kwatinvo, spécialiste des questions d'éducation, qui prodige ici quelques conseils à l'endroit des acteurs du système éducatif. Suivez plutôt. Permettez-moi d'abord de dire bonne rentrée scolaire à tous les acteurs du système scolaire béninois, aux apprenants aussi, aux parents et à tout le corps d'encadrement. Ceci dit, le conseil que je vais donner à nos chers apprenants, c'est d'avoir une méthode efficace de travail personnel. Une méthode de travail personnel. Avec le concours des enseignants, de faire un plan de travail aussi. Un plan de travail et de prendre des conventions, des codes, des clauses que chacun doit respecter. L'autre chose, aux parents, je dirais, ce n'est pas en chemin qu'on est en retard. Donc, d'organiser un emploi du temps avec les enfants pour qu'ils dorment tôt, qu'ils se couchent tôt et se réveiller tôt pour bien enclencher la journée. Qu'ils aient aussi à cœur la santé des enfants, surtout. Et je vais payer une pichenette en matière de santé à nos vendeuses dans les écoles. Préparer des repas chauds, des repas sains pour la santé des enfants. À l'endroit des enseignants, je sais qu'à la pré-rentrée, ils ont déjà fait leurs différentes planifications annuelles, trimestrielles, mensuelles et hebdomadaires qu'ils vont exécuter. Par la grâce de Dieu, ils vont les exécuter à bon escient. Alors, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Je vais demander aussi à l'État d'assister par des contrôles réguliers, des contrôles périodiques, ensemble avec les acteurs que sont les apprenants, les enseignants, pour qu'on fasse des bilans à mi-parcours, que ce ne soit pas à la fin qu'on fasse des bilans qui ne sont pas élogieux. Actualité en dehors du Bénin, nouvelle violence en Martinique dans le cadre des mobilisations contre la vie chère. Après plusieurs nuits d'affrontements, la colère des habitants contre la vie chère continue de croître, mettant à mal le calme sur l'île. Des détails, c'est avec nos confrères de RT. Voitures brûlées, vitres brisées, les protestataires et la police qui s'affrontent. L'histoire se répète. Après la Nouvelle-Calédonie, c'est au tour de la Martinique.
Les prix élevés des produits alimentaires et l'inaction du gouvernement ont entraîné des troubles à grande échelle sur l'île. Dans certains quartiers de la capitale et de la ville limitrophe du Lamentin, une vingtaine d'entreprises et de commerces ont été vandalisés ou cambriolés. 2 hommes non identifiés auraient également ouvert le feu sur le commissariat de Fort-de-France. 15 personnes ont été arrêtées et plus de 10 policiers et plusieurs émeutiers ont été blessés. Le port de la ville, par lequel transitent presque toutes les livraisons de marchandises, est devenu un bastion du mouvement de protestation contre la hausse des prix des denrées alimentaires. Le préfet de la Martinique a pris plusieurs mesures à portée générale, récemment renouvelées et renforcées. Interdiction temporaire aux particuliers d'achat, de vente et de transport au détail de carburant et produits inflammables. Interdiction temporaire d'importation, d'achat, de vente, de transport et d'utilisation d'artifices et d'articles pyrotechniques. Le préfet a pris la décision d'interdire temporairement, pour une durée limitée renouvelable, courant du mercredi 18 septembre 2024 au lundi 23 septembre 2024, les déplacements des personnes dans certains quartiers des communes de Fort-de-France et du Lamentin entre 20 et 1 heure et 5 heures. Des manifestations et des émeutes avaient déjà eu lieu sur l'île au début du mois de septembre en raison de la cherté de la ville. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE, les prix des denrées alimentaires en Martinique sont 40% plus élevés que dans l'Hexagone. Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens a appelé les protestataires à bloquer les supermarchés de l'île jusqu'à ce que les négociations commerciales sur les prix soient achevées. Un escadron de gendarmes, soit une centaine de militaires, a été envoyé en renfort depuis la Guyane française et la Guadeloupe, ainsi que d'autres régions françaises d'outre-mer. Pour rappel, en mai, des protestations massives ont également eu lieu dans un autre territoire français d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie. Ces émeutes ont fait 11 morts, 2500 personnes ont été arrêtées et les dégâts se sont élevés à 1 milliard d'euros. En 2021, les autorités françaises avaient envoyé des forces spéciales en Guadeloupe pour réprimer les émeutes. Toujours plus d'armes, plus de frappes. Le Parlement européen incite les États membres à lever les restrictions d'utilisation des missiles à longue portée. La Russie se dit être prête à passer à la vitesse supérieure. Les autorités israéliennes parlent de nouvelles phases de la guerre. De nombreuses images ont été publiées sur les réseaux sociaux en Israël montrant des chars et des engins militaires se dirigeant vers le nord. Tsahal et le Hezbollah ont échangé de nombreux tirs dans la nuit du 18 au 19 septembre. L'armée israélienne déclare avoir frappé plusieurs infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban. Le cabinet israélien a validé cette nouvelle opération du Premier ministre Netanyahou et de son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Le cabinet de sécurité a adopté une résolution permettant au Premier ministre et au ministre de la Défense d'entreprendre des actions défensives et offensives contre le Hezbollah. Cela veut dire que malgré les tensions entre les deux, ils ont été autorisés à décider de déclencher une guerre totale au Liban. Une nouvelle étape que Benyamin Netanyahou justifie par un objectif de pacification sur la frontière nord, martelé depuis le début de la nouvelle escalade de violence en octobre. J'ai déjà dit que nous ramènerions les habitants du Nord en toute sécurité chez eux. C'est exactement ce que nous ferons. 3 jours après les premières explosions au Liban, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à New York autour de ces attentats. En parallèle, le Hezbollah accuse Israël d'être responsable de l'effusion de sang et affirme qu'il ne s'arrêtera pas tant que les combats dureront dans la bande de Gaza. Je vous le dis clairement, l'objectif de ces attaques est de mettre fin au soutien à Gaza et au combat sur le front libanais. Si vous n'arrêtez pas, nous irons plus loin. Notre prochaine frappe sera pire que ce que vous avez fait mardi. Notre objectif premier est clair. La riposte doit être soigneusement planifiée. Elle peut survenir à tout moment. Il peut s'agir d'une opération militaire à grande échelle ou d'autres choses. Nous discuterons des différentes options. Tel Aviv a formulé un autre objectif de la guerre, le retour en toute sécurité de ses résidents dans le nord du pays. Depuis le début de la phase active de l'opération de Tsahal dans la bande de Gaza, les tirs entre le Hezbollah et Israël n'ont cessé.
Les habitants du nord d'Israël ont été évacués et désormais, alors que le monde entier appelle à la désescalade, la guerre pourrait atteindre son point culminant. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre application Eden TV Diaspora FM. Bonsoir chez vous.